Donc il y avait un certain nombre de questions qui ont été de façon transversale dans les groupes, plus dans certains, moins dans d'autres. Les questions étaient de savoir, des questions simples. Alors, je fais les mêmes précautions que Patricia Lefébure. J'ai écrit TED partout parce que c'était plus pratique. Et ensuite, il y a certaines données qui font état, alors, de la population autistique, mais il y a aussi, vous verrez, d'autres catégories diagnostiques qui ont été rapportées. Donc, il y avait des questions. Est-ce que, dans le fond, les TED sont suivis par les intersecteurs de pédopsie? Dans ce cas-là, combien d'enfants ça représente? À quel âge? Comment sont-ils suivis? Où? Quels sont les soins qui leur sont proposés? Comment est organisé le diagnostic ou la prise en charge? Et puis, existe-t-il des outils de soins spécifiques? C'est toutes ces questions, et j'en oublie certainement, qu'on s'est posées de façon transversale et pour lesquelles on avait décidé de... Et puis, oui, qui est formé à quoi? Et on avait proposé de faire un état des lieux à deux volets. Donc, il y a deux versants. Un versant quantitatif qui s'appuie sur les données du DIM de Charcot. Je la remercie, puisqu'elle est là. J'ai eu aussi transmission d'informations un classeur Excel du service de Versailles. Et puis, j'ai regardé les rapports d'activité de Charcot. Et puis, un versant plus qualitatif, où là on a utilisé comme outil les plaquettes des différents services et nous avons bénéficié de l'accueil dans chacun des intersecteurs pour une rencontre. Je pense, en travaillant ces derniers jours pour cette présentation, qu'on avait sous-estimé l'ampleur de la tâche. Donc on est allé, Marie-Joëlle Rêve et moi, et on a été très bien accueillis partout. En fait, il y avait tellement de choses à se dire et tellement d'informations à recueillir que je pense que on n'a collecté qu'une part des choses. Donc je compte beaucoup sur vous aujourd'hui, puis on peut peut-être le faire au fil de la présentation pour apporter des précisions, voire faire des corrections. Il faut vous sentir libre parce que ce serait dommage que on ait un document qui soit pas satisfaisant pour chacun des intervenants du territoire. Donc, bref rappel, parce qu'on va utiliser les chiffres. Le F84, c'est l'autisme, mais il y a aussi donc ça c'est dans la classification internationale des diagnostics. Il y a aussi d'autres catégories diagnostiques qui vont être utilisées dans les chiffres que je vous présente. Voilà. Et la bonne nouvelle, donc, si j'ai bien écouté Mario, c'est que on va pouvoir regrouper les choses un peu différemment dans l'avenir. Et Cécile Crozier est tout à fait ravie et enchantée par cette proposition. Alors, dans les chiffres que j'ai retrouvés, je trouve qu'il y a quand même 280. Alors, là, on est seulement pour le F84. Tu vois, on disait il n'y a pas 77 enfants sur le territoire. Il y en a 291 enfants pour lesquels il y a un diagnostic de F84 qui sont alors pris en soin. J'emprunte l'expression à la Belgique, qui ce n'est plus prise en charge. Et je trouve que ça change assez bien la connotation des choses. Donc, ils sont pris en soins en ambulatoire sur nos trois intersecteurs. Voilà, la répartition. Elle est pas choquante. On peut se dire qu'elle colle avec des bassins de population et éventuellement avec les alternatives existantes aussi sur chacun des territoires. Puisque le secteur, alors pour aussi un rappel, le I04 c'est le bandeau intermédiaire, I06 c'est Péry-Versaillais et I05 c'est Rambouillet. Voilà, ça colle avec rien cette classification, mais c'était bien pratique. Alors attention. Dans ces chiffres, puisque j'ai regardé intersecteur par intersecteur, je n'ai aucune information sur la trajectoire et entre autres sur la double prise en charge éventuelle. Un enfant peut apparaître dans la file active de Rambouillet, être accueilli à l'HSN, donc à l'I04, et avoir été bilanté à Pédiated. Dans ce cas-là, il apparaît 3 fois. Donc 291, c'est pas un chiffre comme ça. Et là, on voit bien que il y a nécessité de travailler autrement si on veut avoir des informations chiffrées.
Alors, la répartition en âge, je me suis intéressée qu'aux 0-16 ans. Alors, bon, voilà, hein, vous les avez donnés, vous avez les chiffres. Si vous les voyez de là où vous êtes, il n'y en a aucun avant 1 an. Et puis ensuite, ça grimpe. Alors, la question, effectivement, de ne pas en avoir dans les petits, ça veut dire est-ce que le dépistage très précoce est possible? Est-ce qu'il est souhaitable? En tout cas, c'est pas les intersecteurs de pédopsychiatrie qui sont sollicités. Et puis, dans la file active de Versailles, pour les autres, on n'avait pas regardé parce que j'avais eu des données qui étaient ciblées sur les 0-16 ans. J'ai vu que vous aviez en suivi non seulement plus que des ados, mais même des jeunes majeurs, puisqu'il y en a qui vont jusqu'à 23 ans. Hein. Donc là, ça pose la question des relais. Hein, est-ce que ça signe que le relais est difficile, ou est-ce que c'est une caractéristique personnelle? Bon, ça c'est pas étonnant. Hein, il y a plus de gars que de filles. J'ai envie de dire, c'est une donnée ancienne. Et également répartis sur les 3. Les diapos, je vous les offrirai une fois que vous les aurez corrigés. Alors sur les autres diagnostics, je n'avais que les données des intersecteurs de Charcot, donc je les présente comme ça. Hein, c'est pas. Alors, j'ai regardé, parce que j'avais dans les chiffres, et ça c'est chiant à faire, la provenance géographique des enfants qui sont suivis. Et en fait, alors en distinguant, puisque l'équipement est fait comme ça, en distinguant les suivis ambulatoires et les suivis en hospitalisation. Puisque effectivement, les secteurs de Charcot portent des unités d'hospitalisation de jour ou voire de nuit et de semaine. Le secteur de Versailles n'ayant pas ce type de dispositif, il fallait regarder. Donc sur les premiers chiffres, donc c'est ceux en ambulatoire. Et là, j'ai envie de dire, on a des résultats extrêmement logiques, hein, c'est-à-dire que chaque intersecteur a sa file active qui répond à son bassin logique de population. J'étais un peu plus surprise de voir que chacun accueille on suit des patients qui viennent des secteurs du Nord-Yvelines, et puis chacun a un petit reliquat d'enfants qui sont suivis en ambulatoire par les intersecteurs, tout en étant hors département. Alors c'est peut-être les histoires de l'ASE, mais bon, voilà. En tout cas, les intersecteurs répondent bien à leur mission de proximité, et puis que sur Versailles, qui a une offre un peu spécialisée, il y ait une répartition plus globale, ça semble très, très logique. Alors, c'est compliqué, mais ça me semblait intéressant de regarder cet indicateur qui est, à mon avis, un des indicateurs peut-être d'intensité du soin. Alors, c'est seulement en ambulatoire. Hein, qu'est-ce que c'est suivre? Pour ça, j'ai choisi comme indicateur la médiane du nombre d'actes recueillis par an et par enfant. Il y en a peut-être d'autres. Du coup, j'ai retiré de ça la file active de Pédiated, hein, qui était, à mon avis, une unité d'évaluation dont l'idée n'est pas de voir comme ça. Donc, en fait, l'intensité des soins, c'est une médiane, hein, c'est-à-dire la médiane, c'est l'outil qui dit la moitié des enfants ont moins, la moitié des enfants ont plus. Voilà. Voilà, on est à 21 actes en ambulatoire. Je pense que peut-être que la différence est liée au fait d'avoir un hôpital de jour. C'est-à-dire que quand vous avez un hôpital de jour, vous voyez moins les enfants en consultation parce que vous pouvez leur proposer des soins ailleurs. Mais ça, c'est surtout vous qui pourrez me dire. Et voilà. Donc, je précisais que j'avais enlevé ceux qui avaient été vus par les consultations. Alors ensuite, Pédiated. Alors ça n'est que la file active F84. Hein, c'est-à-dire les enfants pour lesquels il y a eu un diagnostic confirmé
d'une des formes de troubles autistiques. Donc c'est 33 enfants vus en 2013, 4 filles et 29 garçons, et qui viennent pour la moitié du Nord Yvelines, pour un tiers du Sud Yvelines et pour 20% hors département. Voilà. Donc on bénéficie de quelque chose de proximité, mais on n'en a pas l'exclusivité. Et les âges d'évaluation à Pédiathède, donc en tout cas en 2013, ça a démarré à 3 ans, ça va jusqu'à 17 ans, et j'ai envie de dire, s'il y a il y a un pic quand même dans l'âge maternel, entrée en primaire. La répartition des diagnostics qui ont été posés. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas, bien sûr, parce que comme je n'ai que les F84, je n'ai pas ceux pour lesquels le diagnostic n'a pas été confirmé. Alors, je ne sais pas, Marie-Joëlle, ça représente... Oui. D'accord. Oui. D'accord. Donc quand même, en fait, vous ne retenez ce diagnostic que dans un tiers des cas. D'accord. Alors là, on attaque la deuxième partie du travail, qui était de regarder un peu le panorama de l'existant. Alors, si on regarde en gros, mais là, corrigez-moi, les responsables, puisque vous êtes tous là. Pour le I04, en fait, parce que j'ai raisonné en 4, 5, 6. Pour le I04, 3 CMP sur 3. Alors, donc c'est comme vous avez 4 sites différents en fait d'activités, 3 CMP, 4 qui sont structurés, me semble-t-il, sous forme de CATTP. Mais avec des missions qui sont variées, donc à Beaudarcy, à Plaisir et à Saint-Cyr. 2 hôpitaux de jour avec des orientations qui sont différentes. Un hôpital de jour enfant, 6-14 ans, à orientation TED, mais on va le détailler après. Puis un hôpital de jour ado qui s'intéresse pas, qui ne prend pas en charge du tout ce type de problématique, puisqu'il est fléché sur les troubles survenant à l'adolescence, si je ne me trompe pas. Et puis vous êtes aussi en charge d'un hôpital de semaine et de nuit qui est avec une forte orientation troubles envahissants du développement, et puis un dispositif de périnatalité autre. Le secteur de Rambouillet, donc c'est 2 sites en fait, c'est Maurepas et Rambouillet, dans lequel il y a à chaque fois hôpital de jour, CMP, CATTP, avec chacun des missions différentes. Les CATTP étant structurés en fonction des âges, enfants ou ados. Voilà. Et puis vous assurez aussi les missions d'urgence et de liaison sur l'hôpital de Rambouillet. Sur Versailles, donc il y a un CMP à Versailles, alors qui est organisé avec une structuration par âge, 2 CATTP, un CATTP enfant et puis un CATTP évaluation. Vous assurez une consultation externe spécialisée à Mignot, la liaison des urgences Mignot et Pédiathède. Est-ce que je n'ai blessé, heurté, froissé personne? Non? Oui. D'accord. Il faudra que je change ça. Alors.
Ok. Mais le CATTP, c'est un outil non identifié clairement. D'ailleurs, pas valorisé du tout par les tutelles, et on voit bien que les organisations sont bricolées. Alors, quelques remarques générales. J'ai adoré la poésie des noms. Vos structures ont tous des noms absolument merveilleuses. Il y a toujours une double structuration, et je pense que c'est important parce que même dans même si c'est du point de vue des tutelles et du recueil d'activités une seule unité fonctionnelle, en fait il y a toujours vous avez à faire un exercice compliqué de double structuration. Un qui est par classe d'âge. En général, les catégories, c'est les tout petits, les enfants, les adolescents. Si j'ai bien compris, c'est en fait la maternelle, le primaire et le collège, ou les équivalents des grandes organisations. Et puis ensuite, vous dans les différents outils de soins ou structures de soins que vous nous avez décrits, il y a aussi une distinction par problématique. Alors qu'en fait, et j'aurais peut-être dû le dire avant, les enfants souffrant de troubles envahissants du développement ne représentent que 8 à 10% de vos files actives globales. C'est-à-dire qu'ils sont très minoritaires dans le travail, mais ils nécessitent des prises en charge. Et il y a même un des intersecteurs qui nous a dit, et c'est encore plus compliqué parce que nous avons aussi les troubles envahissants du développement avec retard mental, qui eux aussi nécessiteraient d'autres offres de soins. Donc en fait, des populations. Les autres remarques qui nous ont été rapportées de façon régulière, c'était la difficulté que l'orientation vers les CMP soit faite par défaut. Alors, soit parce que il n'y a pas de CAMS sur le territoire, sur l'endroit donné, soit parce que après le CAMS, il n'y a pas d'organisation et du coup, le CMP se retrouve en relais dans les prises en charge. Alors, c'est un relais qui est vécu comme naturel. Je ne sais pas s'il est aussi naturel que ça. Et l'autre chose un peu transversale, c'est qu'en dehors des unités d'hospitalisation, pour l'instant, il n'y a pas de dispositif ambulatoire spécifiquement dédié au TED, même si on va voir, il y a plein de projets qui arrivent. Donc j'ai commencé par la HSN de Saint-Cyr. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, 12 places. Les enfants, c'est 6-16 ans. Mais en fait, ils sont obligés d'arrêter les admissions à 12 ans parce qu'il faut déjà commencer à préparer la réorientation. Et sur les 12 enfants, il y en a 8 qui viennent du sud Yvelines, les autres venant d'ailleurs. 3 admissions par an, mais il y a déjà 10 enfants en liste d'attente, puisque c'est un fonctionnement sur l'année universitaire. Ce qui nous a été rapporté, c'est la grande difficulté à l'orientation. Alphée semble le seul IME avec lequel on arrive à travailler. Il y a des orientations qui sont faites en direct avec la TED, vers les MAS et même vers la Belgique. Le public, c'est en fait des enfants très régressés, 18 mois si on essaye de regarder un niveau de développement, quasiment pas de langage, ou en tout cas pas de langage de communication, communicant, et c'est des enfants qui cumulent des difficultés puisque ils ont un trouble du développement, souvent un retard mental et souvent des polypathologies somatiques. Il y a même d'ailleurs dans cette structure des enfants, alors qu'elle est dédiée au TED, des enfants qui n'ont pas de diagnostic de TED mais qui ont des épilepsies particulièrement complexes ou des troubles du comportement tels. Alors, l'objectif de la prise en charge de la HSN, c'est dans le fond un internat pour favoriser l'acquisition de l'autonomie. Et c'est une équipe qui souhaite travailler avec de façon très intégrative, avec différents outils, dans une position que moi je rapporterais comme assez pragmatique. Ce qu'il faut, c'est avoir les moyens d'aider et de faire avancer. Donc, ils nous ont parlé du PEX, de la TEACH, de la PEP, de la CARS. Je me suis un peu familiarisée maintenant, j'utilise ça avec aisance, et voilà. Et le ratio d'encadrement, c'est du 1 pour 1.
François Majoub, tu m'interpelles hein, si je dis trop de bêtises. Alors les problèmes qui nous ont été rapportés, c'était les prises en charge conjointes avec l'ASE. Hein, mais globalement, hein, dans le fond, l'impression qu'à partir du moment où les enfants sont pris en charge à l'HSN, eh bien le partenaire aurait envie de se désengager. Comme si l'hospitalisation, en fond, c'était une solution qui arrangeait tout le monde. Les pressions qui viennent d'orientation de la MDPH, hein, ce qui est pour que les enfants soient pris en charge à l'HSN parce qu'ils ne tiennent pas en IME, comme si c'était une indication d'HSN. Donc pourquoi pas, mais je pense que dans ce cas-là, il faut le réfléchir. Des orientations qui étaient parfois sociales. Hein, puisque ces enfants qui sont en grande difficulté auraient par ailleurs une famille précaire, et dans le fond, tout le monde serait bien rassuré qu'ils soient à l'HSN une partie du temps. Hein. Là, il s'agit de jour et de nuit, puisque c'est fermé le week-end. Alors, on s'était posé la question en groupe de savoir si l'HSN était une structure qui pouvait avoir une fonction de répit. Pour certaines familles, en fait, ils y arrivent. Enfin, c'est pas du tout le fonctionnement, hein, puisqu'on a vu les délais d'attente et les difficultés. De même, ils ne participent pas aux missions d'accueil en urgence, d'évaluation ou de réajustement du projet ou du traitement. Même si je pense que ça fait partie des besoins qui ont été identifiés par l'équipe. Et sur le projet, ils nous ont dit qu'ils avaient le projet de se resserrer sur les TED, mais avec des temps de prise en soins plus courts et plus articulés, avec d'autres modalités de prise en charge. Ne pas être les seuls intervenants dans la prise en charge. Alors, une structure dédiée, portée par l'IS04 aussi, c'est le jardin d'enfants thérapeutiques, qui est situé donc à Bois d'Arcy. C'est 6 places pour des petits de 3 à 6 ans, avec ou sans retard mental. Alors, donc un fonctionnement à temps partiel, avec comme autre partenaire soit l'école maternelle, soit la halte garderie, soit la crèche. Alors, les enfants y viennent adressés par les CMP ou par le CAMS. Et souvent dans un moment précoce, c'est-à-dire que le bilan est encore en cours, et en plus de l'accueil au jardin d'enfants thérapeutiques, eh ben il y a une prise en charge individuelle qui est poursuivie en CMP. Donc ça fonctionne 4 demi-journées par semaine. C'est du groupe. Hein, c'est pas de la prise en charge individuelle, mais il y a un ratio soignant là aussi important, hein, puisque c'est du 1 pour 1. Et il propose un groupe parents-enfants une fois par semaine. Donc les enfants qui passent par le jardin d'enfants thérapeutiques, ils sortent vers les hôpitaux de jour, l'HSN, les IME, l'école, donc de façon assez variée. Et les problèmes qui nous ont été remontés, c'était que en fait il y avait une pression là aussi peut-être pour orienter des enfants qui n'ont pas de TED mais qui ont un retard mental. Peut-être parce que c'est difficile de leur trouver une place ailleurs. L'hôpital de jour pour enfants donc de Saint-Cyr, 18 places. Quand je vous avais dit que ça risquait d'être un peu litanique, je le sens déjà. Donc, 18 places de 6-14 ans pour les enfants TED et psychotiques. Alors, des enfants dont 2 tiers ne sont pas scolarisés en complément. Hein, c'est des accueils à temps plein. Non pas parce qu'il n'y a pas de volonté de les scolariser, mais parce qu'en fait, ils ont des troubles du comportement tels que pour l'instant, la scolarisation ne fonctionne pas. L'équipe nous a dit ça. Les seuls TED qui arrivent et qui restent à l'hôpital de jour sont les incasables. Voilà. Comme si l'hôpital de jour venait remplir une mission quand le reste du champ social ou médico-social n'y arrive pas. Donc c'est structuré en groupe de vie. Il y a très nombreuses médiations. Il y a des prises en charge en groupe et en individuel. L'équipe a été formée depuis 3-4 ans à un certain nombre de techniques. Il y a
le souci d'une évaluation répétée pour pour structurer le projet et puis marquer l'évolution. Bon, voilà, ils ont fait une grille faite maison à partir de la PEP. Et il y a un groupe de parole. Alors pour les parents d'enfants sortants, c'est-à-dire d'enfants pour lesquels il y a une réflexion autour du projet. C'est rigolo parce que vous allez voir qu'il y a d'autres hôpitaux de jour où au contraire le groupe de parole il est fait pour faciliter l'entrée à l'hôpital de jour. Et ces enfants-là, ils sortent vers les IM Pro et on nous a fait la remarque, dans le fond, il n'y a pas sur le territoire d'hôpital de jour pour les TED adolescents. Alors, dans les CMP, il y a des. Alors, on n'a pas regardé tout ce que faisaient les CMP. On a juste la question qu'on posait aux équipes, c'est est-ce que vous avez des organisations ou des outils spécifiques pour les TED. Donc, à Saint-Cyr, il y a un groupe des petits. Donc, c'est 3-4 enfants. À Guyancourt, il y a un groupe pour les tout petits. Alors, et vraiment l'indication de ce groupe, c'est, je pense, on est déjà dans la question de l'organisation de l'évaluation au sein des CMP. Donc, groupe de tout petits avec suspicion de TED. Donc, c'est un groupe qui est enfants-parents une fois par semaine, et puis seulement avec les enfants à un autre moment de la semaine. Et c'est un groupe d'évaluation. Il y a le projet d'ailleurs d'un groupe d'observation pour les 1-3 ans. Et puis, une des remarques qui nous a été faite par les CMP du I04, c'était, mais qui apparaît à d'autres endroits du territoire, c'est attention, on voit arriver en primo-consultation au CMP des ados TED. En fait, l'indication dans l'orientation vers le CMP, c'est ils sont exclus du structure médico-sociale où il n'y a pas de solution, et dans ce cas-là, on sollicite le CMP. Rambouillet. Donc, Rambouillet, il y a un hôpital de jour à Rambouillet qui a la particularité d'avoir ouvert il y a 2 ans. Donc, qui accueille des enfants de 3 à 10 ans. Et ça, c'est vraiment aussi une ligne de force de la pédopsie. C'est que, en fait, les choses peuvent être prolongées parce qu'il n'y a pas de solution qui émerge ou par défaut. Alors, l'hôpital de jour de Rambouillet fonctionne que sur des accueils partiels, de 3 à 5 demi-journées. Et il vient en complément d'une scolarité avec une auxiliaire de vie sociale. Et pour l'instant, il n'y avait pas de prise en charge en IME en parallèle. Alors voilà, peut-être que ça tient à la particularité. Il y a la possibilité de prendre des repas sur place. Et le relais pourrait se faire logiquement vers les IME, mais en fin de compte, la remarque qui nous a été faite, c'était que souvent, c'est des enfants qui ont des accueils scolaires à temps partiel. On voit bien que c'est pas la même population d'ailleurs que celle de Saint-Cyr, et que du coup, les IME les trouvent un peu trop bien pour eux. Voilà. Il y a un groupe de parents au sein de l'hôpital de jour. Ce qu'on nous a dit, c'était que c'était une alliance essentielle. Et le projet de cette équipe, enfin, un des projets que j'ai repéré parmi tous les projets de cette équipe, c'était l'idée d'intégrer les enseignants spécialisés dans les équipes, en pointant, dans le fond, aussi combien la scolarisation, si elle pouvait être utile, pouvait être une source de souffrance pour des enfants en difficulté. Raccourci. L'hôpital de jour de Maurepas, mais en fait, parce qu'il est porteur du même esprit que celui de Rambouillet, c'est le même service, donc c'était 3-10 ans, un accueil en demi-journée, il n'y a pas de possibilité de repas, il y a un rendez-vous, alors c'est structuré dans le projet, c'est la famille doit venir une fois par semaine et même s'investir d'ailleurs dans l'accompagnement de l'enfant et rencontrer l'équipe une fois par semaine. Là aussi, il y a le projet d'intégrer un enseignant, de développer des partenariats et de s'orienter sur des partenariats plus étroits avec les structures médico-sociales. Alors, les CMP de Rambouillet et de Maurepas, ils ont mis en place quelques
quelques ateliers et dispositifs dédiés pour les enfants souffrant de troubles envahissants du développement. Donc, alors ça prend des formes différentes. C'est un suivi mère-enfant, plus le suivi par la famille, plus j'ai mis un égal qui n'a pas lieu d'être, plus une prise en charge individuelle pour l'enfant, donc orientée comme ça. L'idée étant en fait de faire plusieurs contacts, presque par semaine. Et ils nous ont dit, pour ces enfants-là, au début, le suivi doit être individuel. Alors, un suivi individuel, ça veut dire souvent en fait un ratio de 2 soignants pour un enfant. Et puis ensuite, l'objectif, c'est d'arriver à les amener dans les groupes. Alors, les groupes qui sont soit spécifiques TED, il y en a quelques-uns, soit des groupes non spécifiques. Je devais être fatiguée. Psychothérapique, dans lesquels on peut intégrer un enfant souffrant de TED. Donc il y en a pour les petits, il y en a 3-4 ans, les 5-6 ans. Et puis au CMP, il y a un groupe par an, justement pour essayer de préparer en fait ou pour accompagner un projet de prise en charge en hôpital de jour avec les parents. Sur le 6. Alors, donc le CMP est vraiment structuré avec des filières d'âge. Donc il y a la pépinière, les 0-3 ans, enfants et ados 11-16 ans. Ils n'ont pas d'hôpitaux de jour, donc ils ont été contraints de multiplier les partenariats. Ce que j'ai relevé, c'était des partenariats avec l'hôpital de jour de Jouy, en Josas, avec l'HSN, avec le JET, avec l'hôpital de jour de Saint-Cyr, et puis avec les IME. Alors, les choses spécifiques, alors il y a un dispositif qui démarre, qui s'appelle TEDI. Le sous-titre, ce serait « Dispositif pour les petits TED ». Et c'est l'idée de faire une première ligne d'évaluation formalisée qui pourrait venir avant Pédiated. Donc, c'est 2 psychos, un psychomote, un psychiatre, et c'est 3-4 séances d'observation individuelle, plus un questionnaire qui est adressé à la famille et où au lieu de socialisation de l'enfant, l'école, comme ça. Et puis des temps d'observation en groupe en profitant de la pépinière. Voilà. Donc c'est un début et je pense que voilà, je vous le mets dans la tête pour ceux qui iront au groupe sur l'évaluation en CMP. Peut-être que ça peut être une piste. Et puis il y a un projet d'unité spécifique, intensive et précoce, selon le modèle de Denver que vous a présenté Mario Speranza, qui s'adresserait aux 18 mois 6 ans. Alors il faut savoir que pour l'instant, cette prise en charge, et l'équipe a insisté là-dessus, pour l'instant, comme l'équipe est en cours de formation, eh bien c'est 3 professionnels pour un enfant. Mario disait qu'on pouvait espérer, quand on est expérimenté et en rodage et dans une équipe qui fonctionne, arriver à 1 pour 2. Pour l'instant, on est loin de ça. Alors, il y a eu beaucoup de remarques lors de ces échanges. J'ai retenu cette discussion parce que là aussi elle est revenue en filigrane tout le temps de travail sur cette question. Est-ce que la pédopsie a une fonction d'évaluation, coordination, ou est-ce qu'elle a une fonction de soin, alors en sachant que l'évaluation c'est déjà du soin, mais est-ce que où est-ce qu'on se situe ensuite dans le suivi? Alors, il y a des projets de groupe. Il y a un projet de groupe d'entraînement aux habilités sociales pour les TED et les enfants du spectre. C'est horrible comme phrase. Les enfants du spectre. Il y a un projet de groupe par an. Et puis, il y a même des projets de consultation télémédecine en partenariat avec des structures médico-sociales.
Alors là aussi, à Versailles, ils nous ont dit, il y a des sollicitations pour des têtes d'ados dont la scolarité a été, et ça c'est un problème en devenir, j'ai envie de dire, il faut qu'on y réfléchisse, pour lequel la scolarité a été possible, mais on atteint la limite au moment alors, du collège, de fin de collège, 3e, 4e, où là, effectivement, il y a des limites dans la compréhension. Ils travaillent... et en disant, il y a... elle n'est pas claire du tout, celle-là. Il y a besoin de réfléchir à une organisation sur la préparation à l'insertion professionnelle. Puisqu'il y a cette population-là, je dirais, qui a bénéficié d'une inclusion scolaire pendant un temps, dans le fond, il faudrait pousser la logique plus loin et peut-être réfléchir à des dispositifs d'inclusion professionnelle. Alors, Pédiathède, juste quelques, parce que quand même on les a rencontrés. La demande, en général, elle émane de la famille, plus ou moins un médecin généraliste, plus ou moins un psychiatre, un pédiatre, et souvent l'école. Les questions qui sont posées à Pédiathède, c'est de deux grands types, le diagnostic et la scolarisation. Alors, Pédiathède fonctionne et ça a un peu surpris les différents CMP. En fait, Pédiathède, quand il est sollicité, commence par orienter vers un suivi pour qu'il n'y ait pas rien avant l'évaluation. Donc, et puis, j'ai envie de dire, quand il y aura évaluation, préconisation de suivi, on a tout intérêt à ce que les choses soient déjà faites. Alors, Pédiathède, en fait, arrive à faire les bilans. Il chôme pas. Le bilan du côté de Pédiathède est facile à faire. Le bilan du côté de la neuropédiatrie est plus long. Il est chronophage et ils ont mis en place même une aide à la réalisation des examens nécessaires dans le bilan, ce qui parfois est pas facile. Et ils ont des liens privilégiés pour faire le bilan génétique avec les professionnels de Mignot. Ensuite, l'idée, c'est de faire un retour à la famille, au médecin généraliste, au psychiatre, mais aussi à la fratrie de l'enfant concerné. Pédiathède propose en plus de ça donc de la psychoéducation aux parents, mais pour les parents dont l'enfant a un diagnostic d'autisme typique. Donc c'est 6 séances. Voilà. Les inquiétudes de Pédiathède, c'est de voir qu'ils sont déjà saturés, parce qu'il y a des demandes de primo-évaluation, mais il y a aussi une demande qui n'était peut-être pas aussi anticipable que ça, qui est de réévaluation régulière, comme si, quand on avait goûté à Pédiathède, on en reprendrait bien une petite tranche, ou différemment dit, il y a besoin de réajuster les projets à différents moments charnières d'un parcours d'un enfant. Voilà. Et donc, Marie-Joëlle souhaiterait qu'on réfléchisse à une évaluation au sein des CMP et puis que Pédiathède intervienne dans les situations complexes. Enfin, en tout cas, il y a matière à articuler peut-être les choses comme ça. Alors, il y a d'autres remarques qui sont venues comme ça, mais je sais même plus d'où, parce que ces échanges ont été variés. Il y en a un qui nous a dit, dans le fond, le type de soins à construire, il est en lien plus avec la gravité qu'avec la nosographie. Et ça, je pense que ce que Mario nous rappelait ce matin va dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus le handicap fonctionnel, la nécessité de besoin, que de rentrer en F84 ou en F89 qui, dans le fond, fait la différence. Et ça, je pense que c'est pertinent. Et il faut souligner que là, on n'est pas dans le... on est dans le soin. On n'est pas dans le soutien ou la compensation. Il y a aussi une nécessité d'un soin plus spécifique. Une autre remarque qui est, et ça il faut qu'on l'ait en tête, plus on va voir les enfants de façon précoce, moins les stratégies de groupe vont être adaptées. Les tout petits, ça n'est pas adapté. Ça veut dire que, messieurs les décideurs, il va falloir mettre du monde en face
Hein, parce que c'est pas pareil de prendre en charge des tout petits de façon intensive et précoce que des plus grands qui peuvent déjà être faits au groupe. On a eu beaucoup de remarques avec le CAMS. Alors ce qu'on voit, c'est que par exemple sur Rambouillet où il n'y a pas de CAMS, eh bien, les CMP sont sollicités pour vraisemblablement au-delà de leur mission naturelle. Puisque avec une file active surenchérie en problématiques très polypathologiques. Et ce que nous disaient les médecins qui travaillent là-bas, c'est qu'on n'est pas sûr d'être les meilleurs. Voilà. D'où la nécessité d'avoir un CAMS qui fait, qu'on tranche bien les lignes entre quelles sont les missions du CAMS, quelles sont les missions des CMP, comment on peut faire un tri pertinent dès le départ, et puis, je pense, réfléchir à, et après le CAMS, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le CMP doit rester en première ligne? Dans ce cas-là, alors, ce qui est revenu partout, maintenant dans tous les groupes de travail, c'est que la neuropédiatrie est saturée. Saturée parce qu'elle répond à la question des TED, mais elle répond aussi à la question du retard mental et même maintenant à la question du trouble des apprentissages. Et donc, nous avons un neuropédiatre sur le territoire. Deux. Il y en a 3. D'accord. D'autres choses que tu as dit, les CMP, ça permet pas une intensivité de prise en charge rééducative, et donc en fait, et puis même des aberrations, hein, c'est-à-dire que les services n'arrivent pas à embaucher des orthophonistes puisque la grille de salaire n'est pas satisfaisante, et donc il y a un recours au libéral très important. Alors pourquoi pas, mais il faut le savoir. Que les temps de liaison, donc tout le monde dit il faut se coordonner, il faut être en lien, mais que les temps de liaison ne sont pas valorisés du tout dans l'activité. Et même certains CMP nous ont dit c'est quand même curieux, nous devons être toujours sur la route, c'est nous qui allons dans les écoles ne viennent jamais. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une asymétrie du coût et de l'investissement de la coordination. Et puis le manque de dispositifs. Voilà. Alors sur les formations qui ont été faites, hein, voilà, c'est du déclaratif, c'était une question qu'on posait. Donc j'en ai forcément oublié. Et là, je veux bien. Alors on voit qu'elle touche à des sujets divers et variés, mais que ce sont des équipes très dans la curiosité, dans la mobilisation autour des savoirs. J'ai pas mis les actes du réseau, je pourrais le mettre en bas. Alors, pour lancer le débat, les débats qu'on aura cet après-midi, parce que maintenant il va falloir quand même qu'on aille se sustenter. Il y a beaucoup de compétences sur le territoire, mais en fait elles manquent, elles sont peu lisibles. Il y a des besoins et des envies de formation. Il y a, me semble-t-il, une clarification nécessaire par rapport aux missions prioritaires de chacun. Hein. C'est dans le fond ce qu'on appelle l'articulation et la coordination en amont, hein, pour définir un peu des parcours. Les articulations sont à repenser, et puis voilà, la saturation de neuropédiatrie. Voilà, merci.